Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. L'alarme transperça l'obscurité à 4h30 du matin, son timbre strident brisant le silence de la chambre principale dans la maison du quartier Marina. La main de James Foster se déplaça avec une précision exercée, faisant taire l'appareil avant qu'il ne termine sa deuxième sonnerie. Il avait toujours été un dormeur léger, l'alarme étant plus une formalité qu'une nécessité. Ses yeux s'adaptèrent à l'obscurité, enregistrant l'espace vide à côté de lui où le corps de sa femme aurait dû se trouver. Les draps étaient froids, intacts. James passa sa paume sur l'oreiller vacant, son visage ne trahissant aucune émotion. Lorraine n'était pas rentrée à la maison. Il se leva du lit avec une efficacité militaire, un héritage de l'influence de son père, et marcha pieds nus sur le parquet jusqu'à la salle de bain attenante. Le miroir reflétait un homme dans la force de l'âge, 34 ans, avec des yeux bleus intenses et une silhouette musclée et élancée, celle de quelqu'un pour qui la forme physique était non négociable. La barbe de 3 jours soigneusement entretenue encadrait une mâchoire qui avait orné les couvertures de magazines financiers à 2 reprises l'année passée. Pourtant, aucun de ses collègues chez Hamilton Investment n'avait jamais vu ce qui se cachait derrière ses yeux dans ces moments de solitude. James Foster, étoile montante du quartier financier de San Francisco, accomplit son rituel matinal avec une précision méthodique, douche froide, rasoir électrique, eau de Cologne aux 2 vaporisations, pas plus, costume gris Tom Ford, montre Patek Philippe, un cadeau qu'il s'était offert lorsqu'il était devenu analyste senior, cravate bleue avec de subtiles rayures diagonales. Son apparence était un autre aspect de sa vie régie par des paramètres contrôlés. Il consulta son téléphone pendant que sa machine à expresso italienne bourdonnait dans la cuisine. Toujours aucun message de Lorraine. Cela aurait été inhabituel pour la plupart des couples, mais pas nécessairement pour eux, pas récemment. Son poste en relations publiques chez Edge Magazine impliquait souvent des événements en soirée, des dîners avec des clients, du réseautage. Elle lui avait envoyé un texto vers 22h, soirée d'entreprise qui s'éternise, ne m'attends pas. James composa son numéro, écoutant les sonneries qui finirent par céder à la messagerie vocale, c'est Lorraine Foster, laissez un message et je vous rappellerai dès que possible. C'est moi, dit James, la voix neutre. Appelle-moi quand tu auras ce message. L'îlot de cuisine brillait sous l'éclairage encastré tandis qu'il relisait sa présentation pour la journée, 62 diapositives détaillant une stratégie d'investissement à haut rendement pour Somerset Capital, un client valant un demi-milliard de dollars. Le contenu était impeccable, sa prestation serait irréprochable. Il n'abordait jamais rien sans une préparation minutieuse. Il tenta de joindre Lorraine 2 fois de plus avant 5 heures, sans réponse. À précisément 5h03, la serrure de la porte d'entrée se déverrouilla avec un léger clic. James leva les yeux de sa tablette, le visage composé, mais ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de sa tasse d'expresso. Il observa Lorraine trébucher légèrement en entrant, se rattrapant sur la console décorative dans le vestibule. Son sac Giorgio Armani, un cadeau de Noël de sa part, heurta la surface de marbre avec un claquement. James l'observa silencieusement depuis la cuisine. Sa robe de cocktail noir était froissée, ses cheveux bruns soigneusement méchés, ébouriffés d'une manière qui trahissait plus que le simple effet du vent. Le maquillage délicat qu'elle avait probablement appliqué avec soin la veille au soir était brouillé autour de ses yeux, mais ce qui était le plus révélateur était la manière dont elle se figea en le voyant, comme une adolescente surprise à violer un couvre-feu plutôt qu'une femme professionnelle de 29 ans rentrant chez son mari. « Tu es debout tôt », dit-elle, forçant un ton désinvolte qui sonna faux dans la cuisine immaculée. « J'ai la présentation Somerset aujourd'hui. » James garda la voix égale. « Tu n'es pas rentré hier soir. » Le sourire de Lorraine vacilla alors qu'elle posait son sac et se dirigeait vers le réfrigérateur. L'événement s'est vraiment éternisé, et ensuite, certains d'entre nous sont allés boire un verre après. J'ai dormi chez Emily, j'aurais dû appeler. James nota le léger tremblement de ses mains alors qu'elle se versait un verre d'eau. Ses yeux captèrent un détail, une petite marque, juste visible sur son cou, partiellement dissimulée par ses cheveux, pas une marque due à une blessure, quelque chose d'autre entièrement. Tu mens, Lorraine. Le verre s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux, noisettes et habituellement pétillants de confiance, vacillèrent avec un mélange de peur et de défi. De quoi parles-tu? Emily est à Chicago cette semaine pour la conférence marketing. Tu l'as mentionné dimanche. Le silence qui suivit fut absolu. James pouvait entendre l'horloge murale coûteuse tic-taquer dans le salon, le bourdonnement lointain de la circulation matinale commençant à s'intensifier dehors. Il attendit,
Patient comme toujours, la salle de réunion lui avait appris que le silence était souvent l'outil le plus efficace pour extraire la vérité. Lorraine posa le verre, l'eau débordant légèrement sur le bord. Elle saisit le bord du comptoir, ses jointures blanchissant. « James, dis-moi la vérité. » Sa voix resta calme, presque effrayante de sérénité. « Où étais-tu hier soir, Lorraine ?» Elle leva les yeux vers lui, le mascara légèrement étalé sous ses cils inférieurs. Pendant un instant, James vit des éclairs de leur passé, Lorraine en robe blanche le jour de leur mariage il y a 5 ans, promettant l'éternité avec des larmes dans ses mêmes yeux, Lorraine riant alors qu'il visitait cette maison pour la première fois, chuchotant des plans excitants pour leur avenir, Lorraine endormie contre son épaule lors de leur vol pour Bali pour leur 3e anniversaire. « J'étais avec quelqu'un, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. James hocha la tête une fois, un mouvement si contrôlé qu'il était à peine perceptible. « Qui ? Est-ce que ça importe ?» Une lueur de défi, rapidement étouffée par son regard inébranlable. « Oui, ça importe. » Elle inspira profondément, puis lâcha les mots précipitamment, 2 gars d'élévation nightclub. Je ne les connaissais pas avant hier soir. La confession resta suspendue dans l'air entre eux comme une fumée toxique. James sentit quelque chose de froid et dur s'installer dans sa poitrine, mais son visage demeura impassible. Des années de négociations de deals à $1 milliard avaient perfectionné son visage de poker, un masque si convaincant que même lui oubliait parfois ce qui se cachait dessous. « 2 hommes, répéta-t-il, les mots prononcés avec un détachement clinique. Des inconnus. La contenance de Lorraine se fissura. J'étais ivre, James. La soirée d'entreprise était ennuyeuse, alors Melissa et moi sommes allés à Élévation après. Tu ne veux plus jamais aller danser. Ces gars nous ont offert des verres, et tu es rentré avec eux. Son ton était plat. Avec l'un d'eux. Son ami nous a rejoints plus tard. Sa voix vacilla alors qu'elle guettait sa réaction. James resta parfaitement immobile, traitant l'information avec une clarté effrayante. Il nota la manière dont Lorraine l'observait, presque dans l'attente. Elle s'attendait à une explosion, des cris, des accusations, peut-être même des larmes. Ce serait la réaction normale, n'est-ce pas? La réponse humaine à l'annonce que votre épouse de 5 ans avait passé la nuit avec 2 inconnus. Au lieu de cela, il ramassa sa tablette, ferma le fichier de présentation et la glissa dans sa mallette. James? L'incertitude s'insinua dans sa voix. Dis quelque chose. As-tu utilisé une protection? La question, posée avec le même ton qu'il pourrait utiliser pour demander la météo, sembla la déstabiliser plus que la colère ne l'aurait fait. Oui, je veux dire, ils l'ont fait. Oui, les 2. Elle tressaillit. Oui. James hocha de nouveau la tête, puis consulta sa montre. J'ai une réunion à 7h30 avant la présentation Somerset. Lorraine le fixa, la confusion remplaçant la peur. C'est tout? On ne va pas en parler? Que reste-t-il à dire? Il ajusta sa cravate. Tu as fait un choix hier soir, Lorraine. J'ai fait une erreur, insista-t-elle, se rapprochant de lui. C'était stupide et sans importance. Ça ne se reproduira plus. James recula, maintenant la distance entre eux. Tu devrais dormir un peu. Tu as l'air épuisé. Quelque chose dans son calme sembla l'effrayer davantage que la rage ne l'aurait fait. James, s'il te plaît. Réagis. Crie-moi dessus. Dis-moi que tu me hais. N'importe quoi. Est-ce que ça te ferait te sentir mieux? Ses yeux croisèrent les siens, et pendant un instant, quelque chose de sombre et froid traversa leur profondeur bleue. Ma douleur soulagerait-elle ta culpabilité? Lorraine recula comme si on l'avait giflée. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dois y aller. Il ramassa sa mallette, ses mouvements précis et contrôlés. Je ne rentrerai pas pour le dîner. Ne m'attends pas, alors qu'il se dirigeait vers la porte, Lorraine l'appela, la voix brisée. James, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Il s'arrêta sur le seuil, le dos toujours tourné vers elle. Je ne sais pas encore. La porte se ferma derrière lui avec un léger clic, laissant Lorraine seule dans la cuisine, entourée des apparats de leur vie parfaite, désormais au bord de l'effondrement. La présentation Somerset se déroula sans accroc. James présenta chaque point avec assurance et clarté, répondant aux questions avec la perspicacité qui avait fait de lui une étoile montante chez Hamilton Investment.
Personne dans la salle de réunion n'aurait pu deviner que derrière sa présentation impeccable se trouvait un homme dont la vie personnelle venait d'imploser. Travail exceptionnel, Foster, dit Richard Harmon, le directeur général de la firme, en lui tapant sur l'épaule alors que les clients sortaient. Somerset nous confie l'ensemble de leur portefeuille. C'est 200 millions supplémentaires sous gestion. Merci, monsieur. James rassembla ses documents avec une efficacité exercée. On devrait fêter ça. Des verres au View ce soir? J'apprécie l'offre, mais j'ai des affaires personnelles à régler. Les sourcils de Richard se haussèrent légèrement. Tout va bien? Juste une petite restructuration financière. James offrit un sourire rassurant qui n'atteignit jamais ses yeux. Ma femme et moi envisageons quelques ajustements d'investissement. Homme prudent, toujours à planifier. Richard hocha la tête avec approbation. On remet les verres à plus tard, alors. Et James, baissa-t-il la voix, le comité exécutif se réunit le mois prochain pour discuter de la piste des associés. Après aujourd'hui, votre nom sera en tête de liste. James le remercia d'un hochement de tête et se dirigea vers son bureau. L'espace d'angle au 37e étage offrait une vue panoramique sur la baie de San Francisco, un trophée de son ascension fulgurante dans les rangs de l'entreprise. Il ferma la porte, posa sa mallette et, pour la première fois depuis 5h03, s'autorisa à ressentir. La rage vint en premier, une vague brûlante qui fit trembler ses mains et serrer sa mâchoire. Il desserra sa cravate, trouvant soudain difficile de respirer. Des images défilaient dans son esprit, Lorraine avec deux hommes sans visage, leurs mains sur son corps, dans leur lit au non, pas leur lit, ailleurs. L'appartement d'un inconnu. Cela rendait-il les choses meilleures ou pires? James s'approcha de la fenêtre, pressant son front contre la vitre froide, se forçant à respirer régulièrement. Inspirer, expirer. Contrôle, toujours le contrôle. Quand il sentit son rythme cardiaque se stabiliser, il prit son téléphone et composa un numéro non enregistré dans ses contacts. Pacific Trust Bank, ici Margaret Wilson. Margaret, c'est James Foster. J'ai besoin de parler à Henry au sujet de mes comptes. C'est urgent. Bien sûr, monsieur Foster, je vous mets en relation tout de suite. En attendant, James ouvrit son ordinateur portable et se connecta au portail bancaire commun. 5 ans de mariage consolidés en chiffres sur un écran. Il commença à prendre des notes, méthodiques même en crise. James, Henry Phillips à l'appareil. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Henry, j'ai besoin de faire quelques ajustements à mes comptes. Privément et immédiatement. Certainement. Puis-je demander quel type d'ajustement? James fixa la baie, son reflet superposé à l'eau. J'ai besoin de séparer mes actifs de mes comptes conjoints avec ma femme. Une brève pause. Je vois. Nous pouvons certainement vous aider avec cela. Voulez-vous passer cet après-midi? Je serai là à 14h. Après avoir mis fin à l'appel, James resta immobile à son bureau, ses pensées se cristallisant en un chemin clair. Le choc initial était passé, remplacé par quelque chose de plus froid et plus concentré. Il avait toujours été stratégique, calculateur, des traits qui lui avaient bien servi en finance. Maintenant, ces mêmes traits le guideraient à travers cette catastrophe personnelle. Son téléphone vibra avec un texto de Lorraine, « S'il te plaît, rentre tôt, il faut qu'on parle. » Il ne répondit pas. À la place, il ouvrit sa liste de contacts et fit défiler jusqu'à un nom qu'il n'avait pas appelé depuis plus d'1 an. Meridian Legal Associates, comment puis-je diriger votre appel? Laurence Syke, s'il vous plaît. Dites-lui que c'est James Foster. La réceptionniste le mit en attente. James attendit, tapotant son stylo Mont-Blanc contre le sous-main en cuir, dans un rythme régulier. James, quelle surprise! La voix de Laurence portait les tons cultivés de l'argent ancien et de Harvard Law. Comment va la vie conjugale? Pas bien, en fait. C'est pourquoi je vous appelle. Le ton de Laurence passa immédiatement à une préoccupation professionnelle. Je suis désolé d'entendre ça. Que se passe-t-il? J'ai besoin de conseils pour un divorce. Discrètement. Je vois. Pas de questions, pas de platitudes. C'était pourquoi James avait choisi Laurence pour rédiger leur contrat prénuptial il y a 5 ans. Mon emploi du temps est chargé aujourd'hui, mais je peux vous voir à 17h30. Je serai là. James mit fin à l'appel et se tourna vers son ordinateur, ouvrant un nouveau document avec une précision méthodique.
Il commença à lister les actifs, comptes, propriétés, la maison dans le quartier Marina, la cabane de vacances à Lake Tahoe, les portefeuilles d'investissement, la collection d'art, 2 véhicules. Leur vie ensemble réduite à un inventaire. Son interphone bourdonna. « Monsieur Foster, votre rendez-vous de 13h est là. » James ferma le document. « Faites-les entrer. » Il lissa sa cravate, ajusta ses manchettes et se leva pour accueillir son client avec un sourire qui ne révélait rien du tumulte intérieur. Lorsqu'il rentra dans l'allée de leur maison du quartier Marina à 20h45, il avait visité la banque, rencontré Laurence Syke, et fait un arrêt supplémentaire qui avait pris plus de temps que prévu. La maison était illuminée, une lumière chaude se déversant des fenêtres dans la soirée fraîche de décembre. Pendant un instant, James resta assis dans son Audi, fixant la maison qu'ils avaient achetée 3 ans plus tôt, architecture coloniale espagnole, 4 chambres, 3 salles de bain et demi, une vue sur la baie depuis la suite principale. Leur maison de rêve, la fondation de la famille qu'ils avaient prévu de fonder l'année prochaine. Maintenant, elle ressemblait à un décor de théâtre, magnifique, mais finalement faux. Il récupéra sa mallette et un petit sac en papier brun sur le siège passager avant de marcher vers la porte d'entrée. À l'intérieur, un jazz doux jouait sur le système sonore intégré au Coltrane, son préféré. L'odeur de poulet rôti et d'herbe emplissait l'air. Lorraine apparut dans le couloir, portant une robe noire simple qu'il avait toujours admirée sur elle. Ses cheveux étaient fraîchement lavés, son maquillage subtil mais impeccable. Elle avait fait un effort. « Tu es rentré. » Le soulagement colora sa voix. « J'ai préparé le dîner. » James posa sa mallette, son expression indéchiffrable. « J'ai déjà mangé. » Oh. Son sourire vacilla, mais elle se ressaisit rapidement. « Ce n'est pas grave, on peut juste parler. J'ai ouvert le bar-au-lot de notre anniversaire. » Il la suivit dans le salon, notant la scène soigneusement préparée, lumière tamisée, bougies, 2 verres de vin sur la table basse. Une offrande de paix, ou peut-être une tentative de séduction comme diversion. « Comment était ta journée » demanda-t-elle en versant le vin rouge profond dans son verre. « Productive. » James s'assit dans le fauteuil plutôt qu'à côté d'elle sur le canapé. « Somerset a signé pour l'ensemble du portefeuille. » « C'est merveilleux. » Son enthousiasme semblait sincère. « C'est la promotion, non ? Ils devront te nommer associé maintenant. » « Probablement. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Lorraine jouait avec son verre de vin, le tournant lentement par la tige. James, à propos de ce matin. Était-il à la hauteur ? La question émergea, calme et posée. Lorraine se figea, la couleur se drainant de son visage. Quoi ? Les 2 hommes. Est-ce qu'une nuit avec eux valait la peine de risquer tout ce que nous avons construit ? Non. Sa voix se brisa. Mon Dieu, non. C'était stupide, sans importance, la plus grosse erreur de ma vie. James hocha la tête, prenant une gorgée mesurée de son vin. Le Barolo 2015, $1300 la bouteille, acheté lors de leur 4e anniversaire en Italie. Il avait un goût de cendre maintenant. Pourquoi l'as-tu fait ? Lorraine posa son verre, les mains légèrement tremblantes. Je ne sais pas. J'étais ivre, je me sentais agité. Tu as été tellement concentré sur le travail dernièrement, et moi. Elle s'arrêta. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai aucune excuse. Était-ce la première fois ? Sa tête se redressa, les yeux écarquillés. Oui, bien sûr que oui. James étudia son visage, cherchant des indices, un léger tic au coin de son œil, une déglutition nerveuse. 5 ans de mariage lui avaient appris ces signes subtils de malhonnêteté. Je vois. James, s'il te plaît. Elle s'agenouilla devant lui, tendant les mains vers les siennes. Je t'aime. Ce que nous avons, c'est tout pour moi. J'ai fait une terrible erreur, mais ça ne signifiait rien. Il la laissa prendre ses mains, l'observant avec un détachement qui semblait la déstabiliser. Veux-tu divorcer ? Sa voix était à peine audible, fragile de peur. James considéra la question, ou du moins en donna l'apparence. En vérité, il avait déjà enclenché le processus cet après-midi avec Laurence. Je ne sais pas encore ce que je veux, répondit-il après une pause calculée. Le soulagement envahit ses traits. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Je dormirai dans la chambre d'amis. Ça te donnera de l'espace. Je ferai tout pour réparer ça.
Il hocha la tête, récupérant le sac en papier brun qu'il avait apporté. Je t'ai acheté quelque chose. La confusion traversa son visage alors qu'elle acceptait le sac. Tu m'as acheté un cadeau aujourd'hui? Ouvre-le. Lorraine plongea la main à l'intérieur et en sortit une petite bouteille en verre. La confusion se transforma en reconnaissance alors qu'elle tenait le parfum français dans sa paume, le même parfum qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire. Ton parfum signature, dit-il doucement. Celui que tu portais quand nous nous sommes rencontrés. Les larmes montèrent à ses yeux. Tu t'en es souvenu. James se leva, la regardant de haut. Je me souviens de tout, Lorraine. Chaque promesse, chaque anniversaire, chaque moment qui comptait. Il se dirigea vers le couloir, s'arrêtant sur le seuil. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir. J'ai une réunion tôt demain. James, sa voix l'arrêta. Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner? Il se retourna, son expression s'adoucissant pour la première fois ce jour-là. Je ne sais pas, mais je suis prêt à essayer. L'espoir qui fleurit sur ses traits le fit presque regretter le mensonge. Presque. En montant les escaliers, Lorraine resta dans le salon, serrant la bouteille de parfum contre sa poitrine comme un talisman. Elle ne vit pas le calcul froid qui était revenu dans ses yeux dès qu'il lui avait tourné le dos. Elle ne savait pas que le parfum était destiné à être un rappel, pas un geste de réconciliation. Et elle n'aurait certainement pas pu deviner que, pendant qu'elle préparait le dîner, James avait rencontré un détective privé nommé Michael Rhee, qui lui avait remis une épaisse enveloppe contenant des photos de surveillance couvrant les 6 derniers mois. Des photos de Lorraine entrant dans des hôtels avec des hommes qui n'étaient pas son mari. James ferma la porte de la chambre d'amis derrière lui et desserra sa cravate. De sa mallette, il sortit l'enveloppe et étala son contenu sur le lit, date, heure, nom, preuve d'une trahison bien plus profonde et durable qu'une simple nuit d'ivresse. Il avait des soupçons depuis des mois aux petites incohérences, soirées tardives, urgences professionnelles le week-end, changement dans son comportement, mais le soupçon était différent de la confirmation. Maintenant, il avait des preuves. James rassembla soigneusement les photos et les remit dans l'enveloppe. Depuis la fenêtre de la chambre d'amis, il pouvait voir les lumières de San Francisco scintiller à travers la baie, belle, trompeuse, comme son mariage. Il prit son téléphone et tapa un message à Laurence Syke, procédé comme discuté. Nous aurons besoin du protocole de découverte complète. La réponse arriva rapidement, compris. Papier en préparation. Réunion avec les enquêteurs fixée pour jeudi. James posa le téléphone et commença à se déshabiller, ses mouvements précis et contrôlés, comme toujours. Son esprit, cependant, était tout sauf calme. Derrière l'extérieur composé qui avait trompé ses collègues, ses clients et maintenant sa femme, un plan se formait, méticuleux et dévastateur. Pendant 3 jours, James Foster maintint la façade d'un mari envisageant le pardon. Il rentrait à la maison à des heures raisonnables, engageait des conversations prudentes pendant le dîner et répondait aux gestes d'affection hésitants de Lorraine avec une neutralité calculée, pas assez froide pour l'alarmer, pas assez chaleureuse pour la réconforter. Un équilibre parfait pour la maintenir dans une incertitude pleine d'espoir. Chaque matin, les yeux de Lorraine cherchaient les siens à travers la table du petit déjeuner, guettant des signes d'adoucissement. Chaque soir, elle lui souhaitait bonne nuit avec hésitation alors qu'il se retirait dans la chambre d'amis. La bouteille de parfum soigneusement choisie restait sur sa coiffeuse, non ouverte, un totem de réconciliation potentielle qu'elle semblait avoir peur d'utiliser, comme si le porter pouvait briser la paix fragile. Derrière cette performance de domesticité, James exécutait sa stratégie avec la même précision qui lui avait valu sa réputation chez Hamilton Investment. Le 4e matin après la confession de Lorraine, elle entra en traînant les pieds dans la cuisine à 7h15, ébouriffée par le sommeil et tendant la main vers la cafetière. James était assis au comptoir de l'îlot, buvant un expresso et faisant défiler sa tablette. « Bonjour », offrit-elle timidement, leur rituel de salutation maintenu malgré les jours de tension. « Bonjour », répondit-il sans lever les yeux de son écran. La cafetière gargouilla alors que Lorraine préparait son mélange habituel. Des cernes sombres ombraient ses yeux, preuve du sommeil qu'elle avait perdu depuis sa confession. James nota ce détail avec un détachement clinique. « Je pensais », hésita-t-elle, rassemblant son courage, « peut-être qu'on pourrait dîner dehors ce soir. Cet nouvel endroit sur Valencia que tu as mentionné le mois dernier. » James posa sa tablette, rencontrant son regard plein d'espoir avec une considération mesurée. « Je ne peux pas ce soir. J'ai des réunions qui vont se prolonger tard. » Oh. La déception était évidente, mais elle se ressaisit rapidement.
Une autre fois, alors. En fait, dit James, son ton désinvolte, je pensais qu'on pourrait partir ce week-end. La tasse de café s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Partir? Tu veux dire, comme un voyage? L'Ektao? La cabane? Il retourna à sa tablette, comme si la suggestion n'était pas monumentale. On pourrait partir vendredi après le travail, revenir dimanche soir. La cabane à l'Ektao était leur sanctuaire, achetée 3 ans après leur mariage, isolée, paisible, entourée de forêts de pins et surplombant des eaux cristallines. Ils y avaient créé certains de leurs souvenirs les plus heureux. L'espoir fleurit sur les traits de Lorraine. J'adorerais ça. Je vais annuler mon brunch de samedi avec les filles. Bien. Je m'occupe des arrangements. James se leva, rassemblant sa mallette. Je dois y aller. Le marché ouvre tôt aujourd'hui. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Lorraine l'appela. James, merci de nous donner une chance. Il s'arrêta, offrant un sourire prudent qui n'atteignit jamais ses yeux. Nous avons une histoire qui mérite d'être considérée. La porte d'entrée se ferma derrière lui avec un léger clic, laissant Lorraine serrer sa tasse de café, inconsciente qu'elle venait d'assister à l'une des performances les plus convaincantes de James Foster, digne de l'investissement qu'il avait fait la veille dans une consultation avec Gloria Chen, l'avocate en divorce la plus impitoyable de la ville. À précisément 8h47, alors qu'il présentait une analyse de marché à ses collègues, le téléphone de James vibra avec un appel entrant de Lorraine. Il le mit en mode silencieux sans interrompre sa phrase. Le téléphone s'alluma de nouveau immédiatement, puis encore. À la 4e sonnerie consécutive, James s'excusa de la salle de conférence. Lorraine, je suis en réunion. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix arriva dans un élan paniqué. Mes cartes sont refusées. Toutes. Je suis chez Nordstrom, et ils ne veulent pas traiter. La banque dit qu'elles ont été gelées. James s'appuya contre le mur à l'extérieur de la salle de conférence, le visage arrangé en une grimace préoccupée pour le bénéfice des collègues qui pourraient passer. C'est étrange. Ont-ils dit pourquoi? Quelque chose à propos d'une activité suspecte et d'un blocage de sécurité. James, c'est embarrassant. Je suis là avec des sacs de courses et aucun moyen de payer. Je vois. Il consulta sa montre. Je ne peux pas partir maintenant. Utilise de l'argent liquide pour le moment, et je m'en occuperai cet après-midi. Je ne transporte pas beaucoup d'argent liquide, tu le sais. La frustration perçait dans sa voix. Peux-tu appeler la banque? Ils t'écouteront. Je présente au comité exécutif dans 5 minutes, Lorraine. Son ton portait juste assez de tension pour suggérer une impatience croissante. Prends un taxi pour rentrer, et je m'en occuperai plus tard. Il mit fin à l'appel avant qu'elle ne puisse protester davantage, mettant son téléphone en mode silencieux en rentrant dans la salle de conférence. Charles Winton, le PDG de l'entreprise, haussa un sourcil. Tout va bien, Foster? Juste une petite question domestique. James sourit avec une excuse. Où en étions-nous? Alors qu'il reprenait sa présentation, James savait que Lorraine passerait les prochaines heures à gérer l'isolement financier systématique qu'il avait organisé 2 jours auparavant, toutes les cartes de crédit conjointes gelées, l'accès à leur compte partagé temporairement suspendu, le début de ce que Laurence Saik avait appelé une séparation contrôlée des actifs. À midi, son téléphone avait accumulé 7 appels manqués de Lorraine et 3 de leur banque. Il ne répondit à aucun d'eux. Pendant qu'il travaillait pendant le déjeuner, examinant les documents préparés par Laurence des divulgations financières détaillées nécessaires pour la procédure de divorce, l'accord prénuptial qu'ils avaient signé il y a 5 ans formerait l'épine dorsale du règlement. Mais James n'avait pas l'intention de se fier uniquement au contrat juridique. Non, cela nécessitait une approche plus complète. À 14h30, James rappela enfin, non pas Lorraine, mais Michael Rhee, le détective privé. « J'ai ce que vous avez demandé », dit Rhee sans préambule lorsqu'il décrocha. Connexion confirmée avec au moins 3 hommes au cours des 8 derniers mois. Nom, date, lieu, communications électroniques récupérées à partir de la sauvegarde cloud. Tout y est. Et les images de la boîte de nuit, c'était plus compliqué, mais l'argent parle. Les flux des caméras de sécurité d'élévation la montrent quittant avec les 2 hommes à 1h47. J'ai aussi des images de caméras de rue les montrant entrant dans un immeuble sur Brandon Street à 2h12. Envoyez tout sur l'adresse du serveur sécurisé que j'ai fourni. Déjà fait. Une pause. C'est du travail approfondi, Monsieur Foster.
Êtes-vous sûr de vouloir tous ces détails? La certitude exige des preuves, monsieur Ri. James fixa la skyline de San Francisco depuis la fenêtre de son bureau. Je suis un homme qui valorise la certitude. Après avoir mis fin à l'appel, James ouvrit son ordinateur portable pour examiner les fichiers envoyés par Ri, photographies, messages textes, reçus de cartes de crédit d'hôtel, échanges d'emails, la trahison soigneusement documentée d'un mariage de 5 ans. Il examina chaque élément avec le même détachement analytique qu'il appliquait au portefeuille d'investissement, notant les schémas, identifiant les incohérences, construisant une compréhension complète. La douleur n'avait pas disparu, elle restait une pression constante derrière son sternum, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus raffiné, plus déterminé. Ce n'était pas seulement une erreur d'ivresse avec deux inconnus d'une boîte de nuit. C'étaient des années de tromperie, des mensonges calculés, une double vie menée par la femme qui lui avait promis fidélité devant leur famille et amis en robe blanche. James ferma l'ordinateur portable alors que son téléphone de bureau bourdonna. « Monsieur Foster, une certaine Amanda Carrill est là pour vous voir, d'Edge Magazine. » James consulta sa montre. Pile à l'heure. « Faites-la entrer, s'il vous plaît. » La porte s'ouvrit, révélant une femme grande aux traits acérés et à la coupe au carré soignée, vêtue d'un costume gris anthracite impeccablement taillé. Elle tendit la main. « Monsieur Foster, merci de me recevoir à court préavis. Mademoiselle Carrill. » James lui serra la main, désignant les chaises en face de son bureau. « Comment Hamilton Investment peut-il être utile à Edge Magazine ?» Amanda s'installa dans la chaise, croisant les jambes précisément aux chevilles. « En réalité, il ne s'agit pas de services financiers. Je comprends que votre femme, Lauren Foster, est la directrice des relations publiques chez Edge. » C'est exact. James se pencha légèrement en arrière, l'expression neutre. Amanda posa un mince portfolio sur son bureau. « Je suis la responsable des ressources humaines. Cette affaire est délicate, c'est pourquoi j'ai pensé qu'il valait mieux vous approcher directement plutôt que de l'escalader immédiatement par les canaux officiels. J'apprécie la discrétion. Quel est le problème? Nous avons découvert des irrégularités dans les comptes de divertissement des clients qui relèvent de votre femme. » Amanda ouvrit le portfolio, révélant des feuilles de calcul et des reçus. Plus précisément, des dépenses personnelles facturées à l'entreprise, des événements signalés avec des chiffres d'affluence gonflés, et des schémas préoccupants avec certains clients. James examina les documents avec un front plissé, l'image parfaite d'un mari préoccupé. C'est la première fois que j'entends parler de problème. À quel point est-ce sérieux? Assez sérieux pour que nous menions un audit complet. Au minimum, il y aura des mesures disciplinaires. Au pire. Elle hésita. Eh bien, le détournement de fonds de l'entreprise dépassant certains seuils devient une affaire pénale. Je vois. James se frotta le menton, pensif. Et vous venez me voir parce que... Franchement, votre réputation dans les cercles financiers est impeccable. J'ai pensé que vous voudriez peut-être régler cela en privé avec votre femme avant que des procédures formelles ne commencent. Peut-être y a-t-il des explications ou des arrangements possibles pour une restitution. James hocha lentement la tête. J'apprécie votre discrétion, mademoiselle Carrill. Puis-je garder ces copies? Bien sûr. Elle se leva pour partir. Nous aurons besoin d'une réponse d'ici lundi. Après cela, je le crains, l'affaire ira à notre équipe juridique. Vous l'aurez. James l'escorta jusqu'à la porte, lui serrant de nouveau la main. Merci de traiter cela avec sensibilité. Après le départ d'Amanda, James retourna à son bureau et examina le contenu du portfolio plus attentivement. Les documents montraient exactement ce qu'il attendait, car il avait lui-même fourni l'information à travers des sources soigneusement placées chez Edge Magazine, de petites irrégularités qu'il avait découvertes il y a des mois mais n'avait jamais mentionnées à Lauren. Des anomalies qu'il avait documentées méticuleusement, attendant le bon moment pour les déployer. Ce moment était maintenant arrivé. Il prit son téléphone et envoya un texto à Lauren, « Je rentre tôt. Il faut qu'on parle. » Quand James arriva chez lui à 17h30, il trouva Lauren faisant les 100 pas dans le salon, toujours vêtue des vêtements qu'elle portait pour faire du shopping ce matin-là. Son visage était marqué par l'anxiété, les yeux bordés de rouge. « Que s'est-il passé avec la banque ?» demanda-t-elle avant qu'il n'ait complètement franchi la porte. « J'ai essayé de t'appeler toute la journée. » James posa sa mallette calmement. « J'ai parlé avec eux il y a 1 heure. Il y avait un signalement de sécurité sur les comptes en raison d'une activité inhabituelle.
Quelle activité inhabituelle? J'achetais une robe. Comment est-ce inhabituel? Pas ça. James desserra sa cravate. De gros retraits d'argent de notre compte d'épargne. 3 transactions au cours de la dernière semaine, totalisant 40 000, l'expression de Lorraine passa de l'indignation à la confusion. Quoi? Je n'ai retiré aucun argent. James récupéra un dossier dans sa mallette et le lui tendit. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires mettant en évidence les transactions. Ce sont de notre compte d'épargne commun. Ta signature d'autorisation figure sur les 3. Ce n'est pas possible. Les mains de Lorraine tremblaient alors qu'elle examinait les documents. Je n'ai jamais signé ça. Ce n'est même pas ma signature. La banque l'a vérifié contre ta carte de signature. Il se trompe. Je ne pourrai jamais. Elle leva les yeux soudainement, la réalisation se faisant jour. Tu penses que j'ai pris cet argent? À cause de ce qui s'est passé? James maintint un contact visuel neutre. Je ne sais pas quoi penser, Lorraine. D'abord, tu mens sur où tu étais cette nuit-là, puis ces retraits apparaissent. J'ai fait une erreur, oui, une terrible, mais je ne volerai jamais sur nos comptes. Les larmes coulèrent sur ses joues. Tu dois me croire à ce sujet, James. Quelqu'un a dû falsifier ma signature. Il l'observa longuement, évaluant la panique dans ses yeux. Bien sûr, il savait exactement ce qui s'était passé avec l'argent, rien. Les bordereaux de retrait avaient été fabriqués par le même spécialiste qui avait fourni à Michael Reel l'accès aux images de sécurité. Les fonds restaient intacts sur leur compte, mais les relevés fournis à Lorraine racontaient une autre histoire. Je demanderai à la banque d'enquêter davantage, dit-il finalement. Mais ils ont gelé tous les comptes conjoints en attendant une résolution. Tu devras utiliser ton compte personnel pour l'instant. Mon compte personnel a à peine 2000. L'expression de Lorraine passa de l'indignation à la confusion. Quoi? Je n'ai retiré aucun argent. James récupéra un dossier dans sa mallette et le lui tendit. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires mettant en évidence les transactions. Ce sont de notre compte d'épargne commun. Ta signature d'autorisation figure sur les 3. Ce n'est pas possible. Les mains de Lorraine tremblaient alors qu'elle examinait les documents. Je n'ai jamais signé ça. Ce n'est même pas ma signature. La banque l'a vérifié contre ta carte de signature. Il se trompe. Je ne pourrai jamais. Elle leva les yeux soudainement, la réalisation se faisant jour. Tu penses que j'ai pris cet argent? À cause de ce qui s'est passé? James maintint un contact visuel neutre. Je ne sais pas quoi penser, Lorraine. D'abord, tu mens sur où tu étais cette nuit-là, puis ces retraits apparaissent. J'ai fait une erreur, oui, une terrible, mais je ne volerai jamais sur nos comptes. Les larmes coulèrent sur ses joues. Tu dois me croire à ce sujet, James. Quelqu'un a dû falsifier ma signature. Il l'observa longuement, évaluant la panique dans ses yeux. Bien sûr, il savait exactement ce qui s'était passé avec l'argent, rien. Les bordereaux de retrait avaient été fabriqués par le même spécialiste qui avait fourni à Michael Reel l'accès aux images de sécurité. Les fonds restaient intacts sur leur compte, mais les relevés fournis à Lorraine racontaient une autre histoire. Je demanderai à la banque d'enquêter davantage, dit-il finalement. Mais ils ont gelé tous les comptes conjoints en attendant une résolution. Tu devras utiliser ton compte personnel pour l'instant. Mon compte personnel a à peine 2000. Dedans. Toutes nos finances sont communes. Je suis au courant. James se dirigea vers la cuisine et se versa un whisky. Tu peux utiliser ma carte pour l'essentiel jusqu'à ce que ce soit réglé. Lorraine s'effondra sur le canapé, serrant le dossier. Je ne comprends pas ce qui se passe. D'abord les cartes de crédit, maintenant ça. James prit une gorgée lente de son verre, l'étudiant par-dessus le bord. Il y a autre chose dont nous devons discuter. Quoi encore? La question sortit à moitié comme un sanglot. Il posa son verre et récupéra un autre dossier dans sa mallette. Amanda Carril d'Edge Magazine est venue me voir aujourd'hui. La tête de Lorraine se redressa. Amanda? Pourquoi les ressources humaines viendraient-elles te voir? À cause de ça. Il posa le portfolio d'Edge Magazine sur la table basse. Des irrégularités financières dans les comptes que tu gères. Des dépenses personnelles facturées à l'entreprise. Des rapports d'événements falsifiés. La couleur se draina du visage de Lorraine alors qu'elle feuilletait les documents.
C'est impossible. Je n'ai jamais détourné de fonds de l'entreprise. Les preuves suggèrent le contraire. Sont-on restés mesurés, raisonnables? Des frais de dîner dans des restaurants les soirs où tu me disais travailler tard. Des chambres d'hôtel facturées comme hébergement de clients alors qu'aucun client n'était présent. Ce sont des erreurs, des confusions. Je peux tout expliquer. J'espère bien. Amanda attend une réponse d'ici lundi. Après cela, l'équipe juridique d'Edge prendra le relais. Lorraine pressa ses paumes contre ses yeux. Ça ne peut pas arriver. D'abord la boîte de nuit, maintenant la banque, maintenant mon travail. Elle leva les yeux soudainement, les yeux plissés. Attends. Comment Amanda a-t-elle même su qu'elle devait venir te voir? Pourquoi ne pas m'avoir confronté directement? Elle a dit qu'elle voulait être discrète, compte tenu de ma position dans la communauté financière. Ça n'a aucun sens. Amanda ne gère même pas les comptes de relations publiques. C'est le département de Jacob. Pour la première fois, James détecta une véritable suspicion sous la détresse de Lorraine. Il pivota habilement. Lorraine, j'essaie de t'aider. Ce sont des allégations sérieuses. Si Edge porte plainte pour inconduite financière. Elle se leva soudainement. Est-ce que c'est toi qui fais ça? Créer des problèmes avec nos comptes, parler à mon entreprise dans mon dos. Pourquoi saboterais-je ma propre vie? James laissa juste assez d'indignation blessée percer dans sa voix. Parce que je t'ai blessé? Parce que tu me punis pour ce qui s'est passé? James secoua lentement la tête, l'image même de la préoccupation raisonnable. Tu ne penses pas clairement. Tu as fait une erreur, oui, une douloureuse, mais je ne chercherai jamais à détruire ta carrière ou nos finances pour me venger. Lorraine le fixa, l'incertitude obscurcissant sa colère. C'était le moment que James avait anticipé, la graine du doute, soigneusement plantée parmi des preuves authentiques de sa trahison. Manipulait-il les événements, ou sa vie s'effondrait-elle simplement en conséquence de ses propres actions? La beauté résidait dans l'ambiguïté. Je ne sais plus quoi croire, murmura-t-elle. Concentrons-nous sur un problème à la fois, dit James, la voix s'adoucissant. La situation avec Edge est la plus urgente. Tu dois préparer une réponse pour lundi. Lorraine hocha la tête, engourdie, rassemblant les dossiers. Je vais tout examiner ce soir. Bien. James consulta sa montre. J'ai besoin de passer quelques appels pour le voyage à Tao. On peut en discuter davantage pendant le dîner. Alors que Lorraine montait péniblement à l'étage avec les documents accablants, James retourna dans la cuisine et rafraîchit son whisky. Depuis la fenêtre, il observa le coucher de soleil peindre la skyline de San Francisco dans des teintes d'ambre et de cramoisi. Magnifique et éphémère, comme l'illusion de leur mariage. Son téléphone vibra avec un texto de Laurence Syke, séparation financière en cours comme prévu. Document de découverte prêt pour lundi. James tapa une réponse rapide, procédé. Lectao ce week-end. Nous finaliserons la stratégie à mon retour. Le whisky brûlait agréablement alors qu'il avalait la dernière gorgée. À l'étage, il pouvait entendre les sanglots étouffés de Lorraine alors qu'elle faisait face aux preuves fabriquées d'inconduite professionnelle, une inconduite modelée précisément sur les schémas de son infidélité réelle. Poétique, en quelque sorte. D'ici dimanche soir, Lorraine Foster reviendrait de l'Ectao pour faire face à 3 crises simultanées, l'isolement financier, le danger professionnel, et la dissolution finale de son mariage. Le week-end de retraite n'était pas un pas vers la réconciliation, c'était le cadre du coup de grâce. James rinça son verre et le plaça dans le lave-vaisselle, l'arrangeant précisément à sa place désignée. Tout à sa place, tout se déroulant selon le plan. Il sortit son téléphone une fois de plus, faisant défiler jusqu'à un contact qu'il avait ajouté la veille, Sarah Wilson, barmaid, The Crimson Room, confirmé pour samedi soir à Tao. Il envoya un texto, 20h comme discuté. La réponse arriva presque immédiatement, tout est prêt. Elle ne saura pas ce qui l'a frappé. James sourit légèrement en supprimant l'échange. Sarah avait été étonnamment enthousiaste à participer lorsqu'il l'avait approchée au Crimson Room la veille, peut-être à cause du paiement de $10 000 qu'il avait mentionné, ou peut-être parce que, comme elle l'avait révélé après son 3e vodka soda, elle aussi avait autrefois fait confiance à quelqu'un qui l'avait trahi. Certaines alliances étaient bâties sur l'amour et la loyauté, d'autres sur une compréhension mutuelle du véritable coût de la trahison. James vérifia son reflet dans la fenêtre de la cuisine, redressant sa cravate déjà parfaite. L'homme qui le regardait semblait totalement composé,
un modèle de maîtrise de soi et de réponse mesurée. Seuls ses yeux laissaient entrevoir la vérité, la détermination froide et méthodique d'un homme qui avait transformé la douleur en dessin. À l'étage, Lorraine continuait à chercher des explications qui n'existaient pas, pour des preuves méticuleusement fabriquées. Elle n'en trouverait aucune. D'ici lundi matin, sa réputation professionnelle serait en ruine, tout comme son mariage. La vie soigneusement construite qu'elle avait prise pour acquise et trahie à plusieurs reprises serait démantelée avec la même précision avec laquelle elle avait été bâtie. Dîner dans 30 minutes, appela James en haut des escaliers, sa voix ne trahissant rien de la satisfaction qu'il ressentait alors que les pièces de sa stratégie s'emboîtaient. La vengeance parfaite exigeait de la patience, de la planification et de la performance. James Foster excellait dans les trois. Le week-end à Lake Tahoe serait son chef-d'œuvre, non pas de réconciliation, mais de règlement de compte. Un an plus tard, Central Park s'étendait devant James Foster dans une tapisserie de couleurs automnales, érable rouge, orme dorée, le dernier vert obstiné de l'été s'effaçant dans l'air frais d'octobre. Depuis la terrasse de son Penthouse sur le Upper East Side, la vue était devenue son rituel du soir, un moment de réflexion alors que le jour cédait à la nuit. Derrière lui, la porte coulissante s'ouvrit. Olivia Carson sortit sur la terrasse, 2 verres de cabernet à la main. À 36 ans, elle se comportait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait construit sa vie à travers des choix délibérés plutôt que par hasard. En tant qu'avocate en éthique d'entreprise, elle comprenait les limites, les conséquences et l'architecture délicate de la confiance, toutes des qualités que James avait appris à apprécier avec une nouvelle reconnaissance. Beau coucher de soleil, remarqua-t-elle en lui tendant un verre. En effet. James accepta le vin, ses doigts effleurant les siens dans un geste devenu confortablement familier au cours des 6 derniers mois. Ils restèrent en silence complice, observant le soleil descendre derrière la skyline de Manhattan. Au cours de l'année écoulée depuis que son divorce avec Lorraine avait été finalisé, James avait méthodiquement reconstruit sa vie, la promotion au poste de partenaire senior au bureau new-yorkais de Hamilton, le Penthouse avec vue sur le parc, une existence soigneusement organisée, mesurée et délibérée. Le week-end à Lake Tahoe s'était déroulé exactement comme prévu, la révélation de Sarah au restaurant, les preuves irréfutables présentées en présence de témoins, l'effondrement complet de Lorraine lorsqu'elle fut confrontée à l'ampleur de ses tromperies. Les procédures de divorce qui suivirent furent rapides, cliniques et totalement dévastatrices pour les finances, la réputation et les perspectives futures de Lorraine. James avait quitté la Californie sans regarder en arrière, abandonnant les vestiges de son ancienne vie comme un serpent mue sa vieille peau. « J'ai eu des nouvelles de Marcus aujourd'hui », dit Olivia, faisant référence à son frère qui travaillait dans une firme d'investissement à San Francisco. « Apparemment, ton ex-femme travaille comme assistante dans une petite agence de relations publiques maintenant. Elle repart de zéro. » James hocha la tête une fois, enregistrant l'information sans émotion visible. « Et la maison a enfin été vendue ? » Bien en dessous de la valeur marchande, mais oui. Il prit une gorgée de vin, laissant la saveur riche s'attarder sur son palais. Il fut un temps où de telles nouvelles auraient apporté de la satisfaction, voire du plaisir. Maintenant, ce n'était qu'une information, pertinente uniquement comme confirmation que ce chapitre était véritablement clos. « Tu n'en parles jamais », observa Olivia, étudiant son profil dans la lumière déclinante. « Le divorce, ce qui s'est passé. Il n'y a rien à dire. » James se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Le passé n'a d'importance que pour les leçons qu'il enseigne. J'ai appris les miennes. » La main d'Olivia trouva la sienne sur la rambarde de la terrasse, son contact chaud contre l'air frais du soir. Contrairement à Lorraine, elle ne poussait jamais pour des démonstrations émotionnelles ou des gestes grandioses. Elle comprenait la valeur de la constance, des promesses tenues sans fanfare. « Et toi ?» demanda-t-il. « Des regrets d'avoir quitté Chicago. » Pas un seul. Son sourire atteignit ses yeux, plissant les coins d'une manière qui lui était devenue précieuse. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Dans sa poche, le téléphone de James vibra avec un courriel entrant ou la confirmation qu'il attendait, l'accord de partenariat pour le nouveau bureau de Londres de Hamilton, le nommant directeur général. Un autre pas en avant, une autre avancée calculée. Il mit le téléphone en mode silencieux sans vérifier. Le courriel pouvait attendre. Ce moment, le coucher de soleil, le vin, la main d'Olivia dans la sienne méritait toute son attention. « Je pensais, » dit-il, se tournant pleinement vers elle, à ce voyage à Kyoto au printemps. La saison des cerisiers en fleurs. Ça semble parfait. Elle s'appuya contre lui,
sa tête trouvant la place familière sur son épaule alors que l'obscurité s'installait sur Central Park. James réfléchit que sa vengeance contre Lorraine avait été complète, méticuleuse et finalement réussie. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans sa chute. Elle était ici, dans ce moment tranquille sur une terrasse new-yorkaise, dans la capacité à faire confiance à nouveau, prudemment, délibérément, avec des yeux clairs et des limites définies. Sa nouvelle vie n'était pas construite sur les cendres de l'ancienne, elle était érigée sur un terrain entièrement nouveau, avec des fondations plus solides et des lignes de vue plus claires. Avec Olivia, il n'y avait pas de confession dramatique à l'aube, pas de tentative désespérée de manipulation, pas de trahison cachée attendant d'être découverte. Juste le rythme régulier de deux vies alignées dans un but et des principes, avançant ensemble, un pas délibéré à la fois. James Foster n'avait pas seulement survécu à la trahison, il l'avait transcendée. Et ce faisant, il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait, non seulement la vengeance, mais la rédemption. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.